Donc, une troisième année d'affilée, troisième, quatrième année d'affilée au WAC? Quasiment cinquième, je pense. Quasiment cinquième déjà? Ah oui, c'est vrai, parce que tu avais présenté, quand tu as fait, c'était quoi le concours que tu avais gagné initialement? Il y avait le CAIB, ça fait plus longtemps un peu. Là, j'avais présenté sur l'animation, ma première, je pense que Oui. c'était en 2014. Oui, oui. C'est que, ouais, je pense que c'est la cinquième, là. Ah, quand même, c'est vrai que dans ta présentation cette année, tu as fait une espèce de rétrospective de toutes les présentations que tu avais faites. J'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs, juste avant qu'on commence à présenter, justement, d'en parler de ta présentation. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait comme une espèce de fil conducteur qui s'était construit au niveau des années, d'une présentation à l'autre, des sujets récurrents. Puis là, je me suis demandé, de façon très naïve, est-ce que c'était on purpose? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais prévu ou ça s'est juste dessiné de façon naturelle? Non, c'était pas nécessairement prévu, je dirais. Comme à chaque année, j'essaie de penser à un sujet qui est intéressant. Je pense qu'il y a un peu d'avance que le monde ne parle pas assez, selon moi. Oui. Comme il y a, je pense, 3-4 ans, c'était l'intelligence artificielle. Avant ça, c'était même les chatbots, avant de parler d'intelligence artificielle. Puis là, l'année passée, c'était la blockchain. Puis là, j'ai comme un peu construit par-dessus ce que j'avais dit l'année passée parce que je trouve qu'il y avait tellement de choses à dire sur le sujet que ça valait la peine. Tu sais, dans ma conclusion l'année passée, je disais que, par exemple, Bitcoin, ça allait comme amener un effet boule de neige. Puis oui, même si je me rappelle, oui. Il y a quelque chose d'autre avec la blockchain qui allait construire et tout. Oui, ça a ouvert énormément de portes. C'est que là, je me disais, je pourrais comme élaborer un peu plus par rapport à c'est quoi ces portes-là. Mais c'était super parce que cette année, ça a vraiment fait une continuité naturelle. Pour toutes les personnes, en tout cas, qui ont vu la première, moi, je me suis rappelé, tu sais, tu as fait une rétrospective, je me suis rappelé de ce que tu avais dit, puis c'est venu en fait, faire une espèce de mise à jour. Cette année, tu nous parlais de quoi, en plus des précédentes années sur la blockchain et l'intelligence artificielle? Ouais, je parlais du Web 3.0, qu'on appelle aussi le Web 3, qui est un mouvement en ce moment parmi les développeurs sur le Web pour venir redécentraliser le Web. Puis l'idée, concrètement, c'est d'utiliser les innovations amenées par Bitcoin, c'est-à-dire la cryptographie, le réseau en peer-to-peer, peer-to-peer, pair à pair en français, la blockchain et, j'en oublie un, les algorithmes de consensus pour venir décentraliser les applications web qu'on a aujourd'hui. Quand tu dis décentraliser, qu'est-ce que c'est une application qui est centralisée? Parce que ça semble être ça qu'on a aujourd'hui, d'après ce que tu dis. Ouais, ben, dans mon introduction à ma présentation, j'expliquais un peu les grands problèmes sur le web aujourd'hui, comme par exemple la censure, les monopoles, puis il y en a plusieurs autres. Puis la plupart des problèmes, en fait, sont dus à la centralisation, c'est-à-dire qu'une poignée de compagnies qui ont facilité la vie des utilisateurs, oui, mais qui ont un peu mis des grandes barrières sur le web. On peut penser par exemple à Google, Facebook, etc. Il y en a plusieurs autres. Et donc, ça l'a amené énormément d'amélioration de la qualité de la technologie, de la qualité de vie, etc. Mais en même temps, ça l'a amené certains problèmes, comme par exemple, c'est plus facile de venir censurer, par exemple, sur YouTube, c'est plus facile de venir censurer sur Facebook, etc. Tu parlais qu'il y a même des pays qui n'ont même pas Wikipédia, fait que même le gouvernement peut censurer aussi carrément. Oui, par exemple, la Turquie, qui depuis, je pense, environ 2 ans, ils n'ont plus accès à Wikipédia. J'ai parlé de la Chine également, qui bloque plusieurs services, comme entre autres Google, Facebook, Twitter, etc. Et d'autres pays, comme par exemple l'Inde, la Russie, qui commencent à essayer de copier la Chine. Donc, ça fait un peu peur vers où les choses s'en vont, en fait. Quand même, oui. Puis, je trouve ça intéressant parce que tu as nommé comme des grands leaders. Tu as nommé Facebook, tu as nommé Google. Ça en a surpris plus d'un parce que toi, tu travailles, en fait, chez Google. Puis, tu es quand même allé faire une petite critique là, du côté central. J'avais commencé à préparer cette présentation-là avant de rejoindre la compagnie. Oui. Puis je trouvais que j'étais dans une situation un peu drôle, en fait, parce que, justement, j'ai rejoint la compagnie. Mais comme je disais dans ma conclusion, tu sais, je pense que Facebook, Google, Amazon, c'est toutes des compagnies qui ont énormément contribué à notre qualité de vie, qui ont tellement amené d'innovation, qui ont tellement amélioré nos vies. Puis, au final, je pense que c'est des bonnes compagnies. C'est juste que ils ont répondu à des besoins qui étaient présents, puis ils ont révolutionné énormément l'industrie. Mais, comment dire, d'une certaine façon, une fois qu'on l'a fait, puis là, on est rendu là, là, c'est comme rendu le temps d'aller à la prochaine étape. Puis, tu sais, mettons, on peut passer à des services comme YouTube. Ça a été très, très, très compliqué de développer YouTube à la base. Puis, on n'avait pas le choix de passer par une grande compagnie qui allait faire un truc un peu centralisé. Mais une fois que le truc a été inventé, puis que la technologie est là, puis qu'on sait comment ça marche, puis les gens savent comment utiliser YouTube, là, il n'y a rien qui empêche une couple de programmeurs de créer une version décentralisée de YouTube
pour répondre aux besoins que YouTube ne répond pas. Donc, par exemple, des fois, il y a des vidéos un peu controversiales que certains gouvernements vont chercher à fermer ou à couper. Oui. Et donc, si on ne peut pas la mettre sur YouTube, on va pouvoir la mettre sur DTube, qui est la version décentralisée de YouTube. Puis tu avais parlé aussi, au travers de ça, que cette espèce de web décentralisé allait aussi ramener un peu du pouvoir envers les utilisateurs qui vont être plus à même de contrôler ce que les gens vont accéder ou pas accéder, en fait. Comment ça ramène ce contrôle-là chez l'utilisateur au lieu de chez la compagnie? Oui. En fait, ça, c'est un des 3 points que je pense que les 3 grands points du Web 3. Le premier, c'est l'argent va devenir une fonction native du Web. Oui. Le deuxième, ça va être les applications décentralisées. Oui. Puis le troisième, c'est les utilisateurs vont être en contrôle de leurs données personnelles. Puis ça, il y a plusieurs projets que j'avais présentés, mais le principal que j'avais présenté, c'est le projet Solid de Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du Web. Qui pour lui, un peu la dynamique de possession des données, c'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis plusieurs années. Il a fait plusieurs entrevues, des TED Talks, il a écrit des articles sur le sujet. Et là, son projet Solid, dans le fond, c'est comme un peu un pod pour Personal Online Data Storage, dans lequel on va venir rentrer toutes nos informations, que ce soit le nom, le courriel, etc., toutes les informations par rapport à notre identité en ligne. Oui. Et ça va être encrypté, distribué sur le web, soit sur des serveurs personnels ou sur des blockchains, etc. Et l'idée, c'est que l'utilisateur reste en contrôle de ses données personnelles. Donc, plutôt que d'avoir des grandes compagnies comme, par exemple, Facebook, qui va gérer notre identité sur le web, on passe avec le bouton Login avec par Facebook. Là, la vision éventuelle, ça serait que tu aies un bouton Login avec Solid que tu puisses utiliser sur une majorité de sites web. Mais la différence, c'est que plutôt que Facebook possède tes données, c'est toi qui les gardes. Puis avec différentes technologies, comme par exemple la cryptographie, on va pouvoir permettre certains accès à certaines applications pour certains types d'informations personnelles, puis venir les bloquer si on trouve qu'on n'a plus besoin de cette application-là. C'est un peu comme on gère les notifications dans notre cellulaire. Aujourd'hui, on a la liste d'applications qui sont autorisées ou pas. Oui, on peut aller de façon vraiment granulaire, décider, OK, celle-là, je donne le droit de donner des notifications, celle-là, je bloque. Donc, ça serait la même affaire, mais avec le droit d'accès à nos informations. Mais tu disais aussi que tu nommais une solution spécifique. C'était la solution pour faire ça en ce moment, Login by? Il y en a plusieurs. Là. Lui que je parlais, c'est Solid, mais il n'est pas encore tout à fait là. OK. Mais tu sais, il y a d'autres compagnies, comme par exemple Civic, qu'eux sont plus dans le monde de la blockchain, de la crypto, mais qui essaient de faire un peu le même type de solution. Puis Civic, par exemple, si tu vas sur le site WikiHow, c'est possible de se connecter avec Civic. Et donc, ça commence tranquillement, pas vite, certains sites qui décident de supporter certains projets. Puis, il y en a d'autres au-delà de Civic. Il y a Uport qui est intéressant. Il y a Blockstack qui font énormément de choses intéressantes aussi. Fait que, le Web 3, finalement, c'est pas quelque chose qui est très, très loin de nous. Là. C'est quelque chose qui est en train de se mettre progressivement en place. C'est en cours. Il y a des projets qui le font en ce moment. Mais en même temps, je trouve que parmi tous les sujets que j'ai parlé depuis environ 4 ans, c'est probablement le sujet qui est le plus loin dans le futur. OK. Par exemple, l'année passée, je parlais de Bitcoin, d'Ethereum. Ça, c'est des projets qui sont beaucoup plus actuels en ce moment. Oui. Mais là, quand on parle de vraiment créer des applications décentralisées, mettons, on dit on va venir décentraliser Airbnb. Oui. Mais on est encore au niveau de faire l'infrastructure du Web 3. C'est comme essayer de créer Airbnb à l'époque où on créait HTML, PHP, puis tous les protocoles d'infrastructure. OK. D'après moi, ça va prendre encore pas mal d'années avant que... Mais tu sais, les die-hard, les gens qui sont vraiment hardcore vont vraiment chercher à les utiliser. Mais pour atteindre une adoption au grand public, là, on est à pas mal d'années avant que ça arrive. Puis parlant de ça, justement, tu avais parlé aussi que l'argent, donc, ça allait être géré de façon différente. L'année passée, tu avais parlé des fameux bitcoins, justement, où est-ce que, en utilisant la blockchain puis ton code personnel, tu peux gérer ton argent de façon complètement indépendante des systèmes actuels. Tu dis que dans le Web 3, ça va être encore plus poussé, ce concept-là, en fait. Ouais. C'est exactement ça. En fait, l'idée du Web 3, une des grandes composantes, c'est que l'argent, la transmission de valeur, ça va venir au niveau du protocole du Web. Donc, ça va être vraiment une fonction native du Web. Donc, ça, c'est des technologies comme Bitcoin qui ont amené ça, mais Bitcoin, il y en a plusieurs autres crypto-monnaies qui font la concurrence à ça. Oui. Puis ça va permettre de résoudre plusieurs problèmes. En fait, comme un peu ce que j'expliquais dans mon introduction, c'est qu'aujourd'hui, sur le Web, en fait, le modèle d'affaires par défaut, c'est la publicité. Puis la raison, c'est qu'à l'époque, dans les débuts du Web, il n'y avait pas de fonction native pour transmettre de la valeur. Puis oui, on pouvait peut-être payer avec une carte de crédit, mais les gens ne faisaient pas nécessairement confiance à ça. Et donc là, on a vu l'apparition de compagnies comme Google, AdWords, DoubleClick, qui ont résolu le problème en facilitant la publicité en ligne. C'est devenu le modèle d'affaires par défaut.
Et là, ça crée comme un espèce de cercle vicieux, toxique, où toutes les compagnies essaient de Oui. collecter des données sur leurs utilisateurs pour faire de la meilleure publicité. Ça crée une espèce d'économie de l'attention aussi, où les médias vont utiliser des clickbait, vont utiliser des fausses nouvelles, Oui. etc., pour attirer le regard des utilisateurs, pour venir monétiser avec la publicité. Donc, l'idée du Web3, si les paiements deviennent une fonction native d'Internet, ben, ça va permettre de réduire un peu notre dépendance à la publicité. Puis, ça va permettre de créer plein de nouvelles innovations qui vont permettre de faciliter le paiement en ligne et éventuellement, on l'espère, redonner de la valeur au contenu en ligne, redonner de la valeur, par exemple, aux articles de journalistes, etc. Mais tu disais justement que le modèle par défaut en ce moment, c'est la publicité. Comment tu vois l'espèce de migration pour les grandes compagnies qui sont exclusivement basées sur ce modèle-là? Est-ce que tu penses qu'on va vivre une espèce de moment où est-ce que les leaders vont changer ou ils vont se réinventer? Est-ce que c'est possible, rendu à une si grande taille d'entreprise, de réinventer son modèle complètement? C'est une excellente question. C'est une question qui me fascine en ce moment. Tu sais, on voit des compagnies comme par exemple Facebook, qui, tu sais, ça fait depuis environ 2 ans qu'il y a des rumeurs comme de quoi ils développent une crypto-monnaie. L'an passé, Mark Zuckerberg a comme annoncé qu'il allait s'intéresser de plus en plus à la cryptographie. Cette année, il a annoncé qu'il allait s'intéresser plus à la privacy pour respecter la vie privée des gens. Mais quand on pense un peu que le Web3, c'est un peu l'antithèse de Facebook, ça va venir changer leur modèle d'affaires carrément. Donc, c'est vraiment curieux de voir vers où ils vont s'en aller avec ça. Comme là, ce qu'on pense, c'est qu'ils vont mettre une espèce de crypto-monnaie, le Facebook Coin ou le Zuckbuck, que le monde appelle, dans WhatsApp pour les paiements à l'international, pour les transferts d'argent dans la famille. Par exemple, les gens au Canada qui envoient de la famille en Inde. Mais au-delà de ça, c'est vraiment curieux. En fait, je ne sais pas trop vers où ça va aller. On sait qu'il engage énormément de gens dans le monde de la blockchain, etc. Donc, il y a un gros projet en cours chez Facebook, mais je ne sais pas ça va où. La décentralisation, ça peut aussi amener autre chose en contrepartie. Le côté centralisateur, ça va amener une certaine structure. Ça va amener aussi une espèce de contrôle sur ce qui se passe. Le contrôle, c'est pas nécessairement bénéfique, mais son envers, c'est que ça peut devenir chaotique aussi, parce que justement, si tout le monde est est en mesure de finalement réorganiser sa petite portion du web, de faire son propre système de monnaie ou des choses comme ça, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut devenir une espèce d'anarchie semi-contrôlée aussi? Parce que ça, on s'est fait poser la question, en fait, à la suite de ton talk. OK. Oui, parce que selon moi, c'est pas soit la centralisation ou la décentralisation, puis c'est un peu ma conclusion. Tu sais, le but du Web3, c'est pas de remplacer Google, remplacer Facebook, etc. C'est juste de rétablir un peu la balance de pouvoir. Puis selon moi, les deux systèmes peuvent vivre en même temps. Tu sais, tu pars un YouTube décentralisé pour les vidéos qui sont peut-être plus touchées, que les gens peut-être essaieraient de contrôler, mais tu gardes le YouTube centralisé de Google, puis les deux peuvent cohabiter selon moi. Donc, je pense que c'est plus vers un monde comme ça qu'on va s'en aller. Mais en ce moment, tu sais, il y a énormément de domaines dans le web où ça prendrait une version décentralisée des choses pour éviter les abus de pouvoir, pour éviter les contrôles gouvernementaux. Puis je pense que c'est là que le Web3 va amener une solution. Ça permettrait d'ouvrir finalement certaines portions du monde au reste de l'univers, si on peut dire, par le web qui serait pas du tout contrôlé par les gouvernements puis pas du tout censuré. Oui. Puis, tu sais, quand on y pense, souvent, ça fait peur aux gens qu'il y a un web que le gouvernement ne peut pas contrôler. Tu sais, est-ce que les gens vont utiliser ça pour faire des activités criminelles? Puis, c'est vrai que si on pense, par exemple, nous, on vit au Canada, ben, tu sais, les choses, tu sais, pas mal tout ce qu'on veut faire sur le web, on peut déjà le faire, tout ce qui n'est pas criminel. Mais quand on pense à des pays comme, par exemple, la Chine ou la Russie, ben là, il y a peut-être des choses qui sont considérées comme criminelles là-bas, que pour du monde au Québec, ben, ça serait quelque chose, ça serait un droit universel. Donc, c'est de là qu'un peu l'idée de venir créer une espèce de web qui est au-dessus des gouvernements. C'est pas nécessairement pour les gens au Canada ou aux États-Unis, mais c'est pour les gens partout à travers le monde qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas nécessairement contrôler leur gouvernement ou ils ne peuvent pas se fier à eux. Fait que de la même manière que tu disais que l'an dernier que la crypto-monnaie permet à ces gens-là, s'il y a une catastrophe au niveau du gouvernement puis que la monnaie du pays est complètement dévaluée,
Ben, le fait d'avoir de la crypto-monnaie, ça les protégeait de ça. Ces gens-là qui vont se retrouver à l'extérieur, s'il y a un changement au niveau du gouvernement, ça va leur permettre de rester connectés avec le reste de la planète, finalement. Ouais. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est une des beautés de ce genre de projet-là, c'est que c'est des projets qui sont mondiaux. En fait, comme par exemple, Bitcoin, c'est comme une monnaie, mais qui est absolument mondiale. Oui. Donc, ici au Canada, ben, c'est peut-être pas nécessairement le plus utile parce qu'on a déjà des banques qui fonctionnent parfaitement bien, on a des services en ligne comme PayPal. Mais dans d'autres pays, comme par exemple le Zimbabwe ou d'autres pays qui ont des problèmes de hyperinflation, ou que le gouvernement est corrompu, qui détruit les banques, tout ça. Donc, ça fait du bien d'avoir une espèce de monnaie mondiale sur laquelle ils peuvent se reposer, même si elle est extrêmement volatile des fois. Oui. Mais justement, qui est au-dessus de ces gouvernements-là. Et ça donne un peu comme une porte de sortie aux gens. Donc, ils ne sont pas pris à l'intérieur des frontières de leur pays. Oui. Et tant et aussi longtemps qu'ils ont un accès à Internet, donc ils vont avoir un peu cette porte de sortie-là, cette liberté additionnelle. Et d'un autre côté aussi, ça amène une compétition au gouvernement. Donc, du jour au lendemain, les gouvernements n'ont plus le monopole sur l'argent. Donc, c'est intéressant parce que là, ils ne peuvent plus faire n'importe quoi parce qu'ils savent que s'ils commencent à faire trop des abus, ben, les gens vont avoir une porte de sortie. Ils vont quitter le système de l'économie. OK. Ouais. Mais merci beaucoup de ton temps. Si jamais on veut en apprendre plus sur ton travail, sur ta présentation, je crois que ta présentation a été filmée, ça va être mis en ligne. Hein? Oui, ça va être mis en ligne dans environ 2 semaines. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Tony Aubé sur Twitter. Oui. Également, si vous cherchez Tony Aubé, WAC 19 sur YouTube, vous allez trouver la vidéo. Puis j'étais présent sur Medium aussi également. Oui, sur Medium également.